Madame, bonsoir, monsieur. Merci d'être sur Equinox Télévision. Bienvenue à Spécial Sénat, l'émission consacrée à l'élection sénatoriale annoncée pour le 14 avril de cette année. Aujourd'hui, nous allons recevoir la tête de liste UDC à l'ouest du Cameroun. C'est d'ailleurs dans cette seule circonscription électorale que cette formation politique va en compétition. L'UDC va affronter dans cette partie du pays le SDF, qui est le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, mais seulement la question se pose avec beaucoup d'acuité. Y a-t-il match lorsqu'on sait que l'UDC totalise plus du double de conseillers municipaux qu'englobe le SDF? Et alors, du coup, cette question continue de se poser avec beaucoup d'acuité lorsqu'on sait également que les conseillers municipaux constituent l'essentiel du collège électoral. Mais avant cette séquence qui va intervenir dans la seconde partie de cette émission, nous allons débattre sur la campagne électorale avec l'entrée en scène ce jour du RDPC dans la région du littoral. Nous débattrons également du Sénat. L'institution est-il le curseur politique du renouveau? Va-t-il être un gouffre à soupe pour le contribuable camerounais? Voilà autant de questions que nous poserons à notre invité permanent, le politologue Njoya Moussa, que nous retrouvons juste après l'indicatif. Madame, monsieur, merci une fois de plus de nous retrouver à Sénat, à cette émission spéciale consacrée à l'élection sénatoriale annoncée pour le 14 avril de cette année. Juste pour introduire la première partie de cette émission consacrée au débat avec notre invité permanent, le politologue Njoya Moussa, je vous propose de suivre ces reportages signés de Yannick Mbazoua et de Serge Alain Autou sur la campagne électorale. On a noté ce jour l'entrée en scène du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans la région du centre et dans la région du littoral. Les conseillers municipaux qui constituent l'essentiel du collège électoral continuent de se plaindre de la timidité de cette campagne électorale. Suivez plutôt. Pour les 7 places réservées à la région du centre au Sénat, ce sont ces candidats titulaires qui défendront les couleurs du RDPC. Il s'agit de Sylvestre Na Ondoa, Jean-Marie Mama, Eli Esomba Tchouli, Pascal Anon Adibime, Belle Lugrené, Madame Nicole Okala Bilay et Emmanuel Nemde. Depuis mercredi 3 avril 2013, ils ont eu le quitus du président de la commission régionale des campagnes dans le centre, Ndongo Esomba, de convaincre les conseillers municipaux. Conscient des difficultés que connaît la région du centre, la région du centre a besoin de dispensaires, d'écoles, de routes, d'adduction d'eau. Notre rôle est d'aller défendre au sein du Sénat ces différentes doléances qui viendront de nos collectivités locales que nous allons représenter. La stratégie de campagne est toute simple. Rappeler à l'ordre les conseillers municipaux. Ils sont déjà des hauts responsables, donc nous avons seulement à les sensibiliser, à les mobiliser et à aller vers eux pour que le RDPC gagne et sorte vainqueur le 14 comme il le sera. Il sera question de convaincre les convaincus, qui sont déjà tous. Une élection étant tout de même toujours une inconnue, nous allons nous déployer à leur rappeler les termes des lois qui organisent cette élection. Un début de campagne couronné par un esprit serein. Cette campagne, nous l'engageons dans un esprit à la fois de confiance vis-à-vis de nos électeurs, les conseillers municipaux, et de grande foi vis-à-vis des institutions qu'a voulu mettre en place le président national, le président Paul Biya. Les candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vont ainsi se déployer dans les 10 départements de la région du centre jusqu'au samedi 13 avril 2013. Vincent Gambou, RDPC. John Dangme Koumaze,
SDF, Mangbat Amadou Aïdjo, UDC, 6 particuliers, conseillers municipaux, donc électeurs, à la toute première consultation visant l'élection de 70 sénateurs de la prochaine chambre haute du Parlement camerounais. Si Vincent Gambou, par ailleurs grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, se dit prêt à accomplir son devoir lors de cette élection spéciale du 14 avril, il regrette le caractère timide de la campagne. Jusqu'ici, pour être honnête, nous n'avons pas beaucoup remarqué nos propres affiches. Bon, si pour moi, personnellement, en tant que militant, je connais déjà qui sont ces candidats. L'honorable Toboyoum, Madame Dinbel, M. Mbassa Diné, les Kama et autres, si je les connais personnellement en tant que militant, il est à noter que le grand public continue à attendre au moins leurs affiches sur les places publiques, des banderoles, des prospectus qui attestent et qui montrent au grand public que voici ceux qui iront représenter la région au Sénat. Dans le camp de la principale force de l'opposition camerounaise, SDF, bien que hors course dans le littoral, John Danley Koumaze, maire SDF de Douala 4e, aurait souhaité s'abstenir, mais la loi le lui interdit. S'il y a quelque chose que je n'ai pas bien cerné, je n'ai pas bien compris, c'est cet article de la loi qui est impératif. Tout conseiller municipal est obligatoirement appelé à voter. C'est une loi que je dis que ce ne donne pas la liberté d'expression de la démocratie à ce qui concerne ces élections. Nous pensons qu'après ces élections, nous allons revoir cet article. L'UDC, elle aussi, ne sera pas dans la course pour ce qui est de la région du littoral. Mais Mangbat Amadou Aïdjo a le cœur à l'ouest, où son parti présente une liste. En tant qu'électeur à Douala, il attend toujours d'être convaincu par les protagonistes RDPC, UNDP. Je dois dire qu'étant conseiller à Douala 2e, notre conseil comporte l'UNDP et le RDPC. Nous, on voit comment les deux partis se comportent au conseil municipal. Mais je dois dire que je n'ai pas trop réfléchi puisque jusqu'à présent, aucun mandataire, aucun candidat d'aucune liste n'est encore venu me voir, au moins pour m'expliquer leur programme. Encore quelques jours donc pour convaincre conseillers municipaux, ils ne demandent que ça. Merci, madame, monsieur, une fois de plus de nous retrouver à Spécial Sénat. Nous engageons la première partie de cette émission avec notre invité permanent, Joya Moussa. Bonsoir. Bonsoir Maroc, bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, vous êtes politologue. Comment est-ce que vous analysez la situation qui vient d'être traduite à travers ce reportage que nous venons de suivre avec beaucoup d'attention? On a noté que le RDPC s'est engagé sur le terrain aujourd'hui dans la région du centre et qu'à Douala, les conseillers municipaux qui peuvent être appelés grands électeurs continuent à attendre les candidats. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que dans tous les cas de figure, la campagne a du mal à véritablement démarrer. Il faut remarquer que déjà durant la présidentielle, c'était quelque peu le cas où on a pris un certain nombre de temps avant d'observer de grandes affiches, même du candidat du RDPC dans les grandes localités. La campagne était déjà timide du temps de la présidentielle, qui est une élection populaire à suffrage universel direct. Maintenant, cette situation est aggravée dans le cas d'espèce, dans le cas actuel par le fait que c'est une élection à suffrage indirect, c'est-à-dire qui concerne un électorat ciblé, à savoir les conseils municipaux. Et vous avez vu, la plupart des partis ont opté pour des campagnes ciblées de proximité et on dit pas de campagne populaire. Ça surprend, ça frustre les uns les autres, parce que vous savez, la période électorale chez nous, c'est une période également festive, une période des Anglais où les militants sont souvent reçus, on leur donne à boire, à manger, on leur distribue des gadgets, etc. L'homme est un peu, étant habitué à cette situation-là, frustré par le fait que les campagnes se déroulent dans une forme de tête-à-tête, porte-à-porte, etc. Ça veut dire que cela ne peut pas ouvrir droit à la corruption. Il est clair que chez nous, très souvent, la campagne se déroule malheureusement sur le sceau de la corruption. Les gens ne savent pas, par exemple, que le fait de promettre aux électeurs que si vous me votez, je vais vous donner un sac de riz ou bien je vais vous creuser un puits. C'est une corruption qui est interdite par la loi électorale. Mais les gens ne le savent pas.
Donc, malheureusement, les choses sont faites ainsi chez nous, où, au vu aussi de tout le monde, vous voyez souvent des reportages à la télé, où les gens distribuent des pagnes durant la campagne. Oui, dans un contexte ailleurs, on distribue des t-shirts de parti pour les supporters, pour les fans, etc. Mais lorsque cela est sous-tendu, parce que la corruption, comme toute infraction, est un élément matériel, un élément moral. Maintenant, lorsque cela est sous-tendu par une condition, c'est-à-dire que je vous donne le riz, je vous donne le poisson, je vous donne le sel pour qu'en retour, vous me votiez, là, ça devient de la corruption, la fraude électorale, la corruption électorale. Et malheureusement, c'est souvent le cas chez nous. C'est devenu une habitude, peut-être même une habitude politique chez nous, qui fait en sorte que les gens s'attendent. Et quand les conseillers municipaux se plaignent plus ou moins, d'aucuns se plaignent avec franchise. C'est-à-dire on attend véritablement que les uns les autres déroulent leur programme. On peut envisager un potentiel achat de conscience. Alors justement que certains se plaignent que la campagne n'est pas véritablement commencée parce qu'on ne voit encore rien. Vous comprenez? Alors ceux justement qui ne sont pas concernés par le vote, je lisais un journal aujourd'hui qui disait que les députés RDPC de l'Adamawa, les conseillers municipaux RDPC de l'Adamawa par exemple, vont se donner au plus offrant. Ils attendent que les uns et les autres agissent. Et malheureusement, chez nous, les élections, c'est toujours ça. Même les renouvellements des organes dans les partis politiques, les grandes formations politiques chez nous, c'est généralement une affaire de sous, c'est généralement une affaire de corruption. Et la démocratie ne s'en sort pas toujours grandie. Mais il faut aussi savoir que la plupart des partis politiques sont surpris du fait que, par le calendrier électoral, d'où l'impréparation qu'on constate là justement. Parce que quand vous lisez la loi électorale, on vous dit les listes doivent être publiées 40 jours avant l'élection, les cartes d'électeurs doivent être distribuées 20 jours avant la tenue de l'élection. Mais quand vous constatez là, imaginez un conseiller municipal à l'heure actuelle, on distribue déjà les cartes, qui vient dire il y a erreur sur mon nom, sur ma photo et tout. Il va corriger cela quand? Les élections, c'est dans 10 jours. Donc, les dates pratiquement ne sont pas respectées. Vous voyez tout le débat qui se passe avec les CAM. Est-ce que les CAM devaient suspendre les inscriptions électorales le 29 mars? Est-ce que les CAM devaient attendre jusqu'au 31 août? Ou bien les CAM devaient faire comment? Vous avez vu lors de la présidentielle, on a dit les inscriptions allaient jusqu'au 31 août. Mais il est quand même surpris le 30 août lorsqu'on convoque le corps électoral. Tout le monde, il n'y a pas eu de période de vérification de la conformité des listes électorales, élimination des doublons, élimination des décidés, etc. Et on s'est retrouvé avec les TAD, avec les conseils retrouvés. Donc là encore, il y a urgence de la clarification du calendrier électoral. Il ne s'agit pas d'aider un camp ou un autre. Alors lorsque de visibilité dans la vie politique. Voilà, lorsque le président de la République convoque le collège électoral pour ces sénatoriales, les uns et les autres savent tout de même que la campagne électorale va s'ouvrir 15 jours avant la tenue du scrutin. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on ne se serait pas mis dans la préparation? En temps, vous avez 15 jours pour faire des listes. Et je vous dis, ce n'est pas facile de faire une liste de 14 personnes dans une région. Prenons le cas de la région du Centre, 10 départements. Vous comprenez? Il faut faire tous les équilibres possibles. Parce qu'il y a d'abord 7 places de titulaires seulement. Donc forcément, vous avez par exemple 3 départements qui ne vont pas se retrouver là-dedans. Donc il faut faire toutes les alchimies possibles. Il faut consulter les uns les autres qui dormaient sur leur laurier et ne s'attendaient plus. Il faut savoir que là, quand vous voyez même l'âge moyen de la plupart des candidats, ce sont des retraités. Des gens qui peut-être étaient dans leur plantation, dans leur champ, s'occupaient de leurs petits-enfants, etc. Donc, il faut composer les listes et les déposer. Vous avez vu que ne serait-ce que dans ce domaine-là, la composition de listes, tout le monde est passé à côté quelque part. Sans exception. Même le RDPC pour la qui semble être un peu mieux avisé que tout le reste. Qui organise les élections, disons-les telles que, parce que c'est le parti qui est au pouvoir. Pour preuve, vous avez par exemple le candidat Tchungi, Eline Tchungi du centre, qui a simplement dit que les institutions que le président national a décidé de mettre en place, il n'a pas dit le président de la République. Cela traduit très clairement la substance de la conscience ou le subconscient des militants du RDPC. Mais même dans le RDPC, on était censé se préparer bien à l'avance en tant que parti au pouvoir à ces élections. Vous avez vu la catastrophe qu'il y a eu de ce côté-là. Donc, mais les partis qui s'en sont sortis avec de bons points comme l'UNDP. Oui, des partis qui s'en sont sortis avec des bons points, mais l'UNDP ne s'en est pas tiré sans éraflure. Il y a quand même 2 listes qui ont été éliminées pour défaut de dépôt de cautionnement parce qu'il fallait courir pour chercher de l'argent. Le temps d'arriver est déjà vendredi. Vous arrivez, on vous dit que la banque est fermée. Samedi, c'est un jour non ouvrable. Vous retrouvez folklore. Vous comprenez un peu.
tout le monde a été surpris par cette élection, comme les autres élections d'ailleurs. Et c'est le prix que nous payons aujourd'hui. Personne n'a pris le temps de concevoir les affiches à l'avant. Personne n'a pris le temps de concevoir les bulletins de campagne à l'avance, ainsi que le choix de couleurs. Tout est en train de se faire sur le tas. Vous voyez, les camps se débrouillent, les camps font ce qu'ils peuvent. Les candidats et les militants font ce qu'ils peuvent. Pour preuve, ce n'est qu'aujourd'hui que le RDPC entre officiellement en campagne. Voilà, en dehors peut-être de l'argument sur l'opacité du calendrier électoral et même du caractère tout à fait particulier des sénatoriales, parce que c'est une catégorie particulière d'électeurs qui sont concernés. Est-ce que on ne peut pas dire aujourd'hui, expliquer la timidité de la campagne électorale telle qu'on l'observe aujourd'hui par cet argument qui a souvent été émis par des observateurs, qu'on va dans un jeu où les résultats sont connus à l'avance? Là, c'est une théorie qui est validable. Parce que, vous savez, ce qui fait la participation aux élections, c'est la hauteur des enjeux. Vous avez vu, par exemple, en 92, dans ces pays-ci. Lorsque vous observez en Côte d'Ivoire, vous observez en RDC, lorsque Joseph Kabila était contre Pierre Bemba, lorsque vous observez ce qui s'est passé en Guinée entre Alpha Condé et Diallo, lorsque vous observez ce qui s'est passé au Nigeria à un moment donné, c'est quand les enjeux sont forts. Au Kenya récemment, vous avez vu ce qui s'est passé entre Odinga et Uhuru Kenyatta. Lorsque les enjeux sont forts, lorsque les citoyens pensent qu'en allant voter, ils peuvent faire basculer l'histoire du pays dans un camp ou dans l'autre, vous constatez que vous allez voir une participation populaire véritable. Mais lorsque les gens pensent que justement, qu'on vote, il y a deux choses qui favorisent l'abstention. Quand vous observez un pays comme la France, l'abstention est favorisée par quoi? Par le fait que les gens pensent que droite ou gauche, il n'y a pas de différence. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, il n'y a pas de différence. Lorsque les gens sont dans cette situation, conception du tout sont pourris, on est dans les deux cas de figure au Cameroun. Premièrement, la plupart des citoyens, qu'on le veuille ou non, pensent que les jeux sont faits d'avance. Deuxième chose, les gens pensent que l'expérience de gouvernement local des partis d'opposition dans les années 90, notamment entre 1996 et 2002, a laissé un goût amer à certaines populations où les gens ont constaté que parti au pouvoir ou parti de l'opposition, ne serait-ce qu'au niveau de la mairie ou au niveau des députés, s'il n'y a pas de très grande différence, les gars viennent pour se mettre plein la poche, on entre là dans la situation de tous sont pourris, et du coup, le peuple se retire, pas de la politique, mais du jeu électoral et du jeu partisan, et opte justement pour des revendications, des jacqueries et des revendications incontrôlées, comme on a observé notamment en 2008, où nous avons une manifestation totalement sans leader. Donc, comme on a observé en Tunisie, ou encore comme on a observé en Égypte. Donc, il faudrait véritablement reconcevoir cela, et le pouvoir fait des efforts d'incitation tels que la gratuité de la carte nationale d'identité. Et vous voyez, et je termine là-dessus, vous avez vu le maire de Douala 4e qui est surpris. Justement parce que le pouvoir... Il y a une obligation, une impérative. Le pouvoir avait présagé du fait que cette élection n'allait pas intéresser les uns et les autres, qu'on a dit, et pour éviter la démobilisation totale autour de cette institution, toute même importante qu'est le Sénat, ils ont alors dit que sous peine de déchéance, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont tenus de participer aux élections. Et en compensation du maintenant, l'État prend en charge la participation des grands électeurs à cette élection électorale. Ben, c'est le président de la République qui fixe. Cette fois-ci, c'était 50 000 francs. La prochaine fois, ça peut être plus ou alors moins. Ça peut être plus. Et si le Sénat intéresse véritablement les gens, ça peut être moins. Alors, Joël Moussa, je vous propose ensuite ce reportage sur le Sénat, parce qu'il faut savoir quel est le rôle de cette institution prévue par la loi fondamentale de 1996. C'est dans ce reportage signé Marcelin Gansop. Il avait vu le Sénat venir, et à peine 2 ans après la sortie de son ouvrage, les faits lui donnent raison. Le Sénat au Cameroun et en Afrique plante le décor de ce que sera la Chambre haute, qui sortira des fonds baptismaux le 14 avril prochain. L'Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct, c'est-à-dire par le peuple tout entier, il donne lieu à des joutes électorales. Le Sénat, lui, n'est élu que par des collèges électoraux. C'est un ouvrage qui permet surtout aux lecteurs
de se faire une idée précise sur le rôle qui sera celui du Sénat au sein du Parlement. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est très important. Le Sénat doit donc œuvrer, n'est-ce pas, pour l'approfondissement de la décentralisation dans ce pays. Le Sénat est également une assemblée parlementaire de plein exercice comme l'Assemblée nationale et il participe donc au travail parlementaire dans ces deux composantes que sont le travail législatif qui consiste, n'est-ce pas, à l'élaboration de la loi et le contrôle du gouvernement par la voie des questions écrites, orales, de la constitution des commissions d'enquête. Le Sénat dans notre pays doit jouer un rôle dans la stabilisation, non seulement dans notre pays mais en Afrique, la stabilisation même de nos États par ce qu'il vise, n'est-ce pas, à assurer, n'est-ce pas, une représentation des couches les plus diversifiées du Cameroun, n'est-ce pas, au sein du Parlement. En attendant le verdict des urnes, l'ouvrage Le Sénat au Cameroun et en Afrique mérite bien un détour. Son auteur, Jean-Claude Eko Akwafan, est administrateur civil principal hors échelle, titulaire d'une maîtrise S sciences économiques et d'une licence en droit public. Il est actuellement secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Voilà, merci. On se retrouve une fois de plus sur ce plateau. Diao Moussa, vous avez suivi certainement avec beaucoup d'attention ce reportage de Marcelin Gansor. Comment entrevoyez-vous la place du Sénat dans la batterie des institutions que dispose le Cameroun en ce moment? Bon, moi, je suis tout à fait toujours un peu gêné par une certaine attitude des États africains qui consiste le plus souvent, ce n'est pas moi qui le dis, des personnes telles que Badi, Bertrand Badi le disent, certaines formes de mimétisme des institutions. C'est-à-dire que quand on dit le Parlement, c'est deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale en France, nous aussi on répète ici le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le cas d'espèce du Sénégal justement nous renseigne. Pourquoi? Parce que, figurez-vous qu'en Afrique, et c'est ça un problème, pour nous autres qui faisons dans ces sciences-là. Le Sénégal qui a supprimé. Voilà, qui a supprimé. On a un défi, c'est d'imaginer un ordre politique qui correspond aux réalités africaines. Vous avez des institutions pertinentes, efficientes et permanentes au Sénégal, telles que les confréries religieuses, qui ne sont pas représentées à l'État, au niveau de l'État. Parce qu'un certain nombre d'auteurs et de décideurs bien pensants on dit par exemple que toute velléité de représentation de l'ethnie au niveau de l'État serait une paresse. Là, je cite M. Kamto, Maurice, le professeur. Alors, ces auteurs bien pensants-là, qui disent toute velléité de représentation de l'ethnie ou de la tribu au niveau de l'État, ne tiennent pas compte d'une réalité. Vous avez vu lorsque Thomas Sankara prend le pouvoir au Burkina Faso, il décide de dissoudre les chefferies traditionnelles. Mais il voit que les conseils représentatif de la révolution, les CR qu'il avait mis en place, vous comprenez un peu, n'arrivaient pas à résoudre les vrais problèmes. Parce que je vous dis, monsieur Mao, quand vous avez un problème de terrain dans votre village, entre ce que le juge administratif va vous dire et ce que le chef traditionnel va vous dire, dans la plupart des sociétés, telles qu'à l'ouest, au nord Cameroun, c'est généralement ce que le chef traditionnel qui a dit qu'il emporte. Vous comprenez un peu. On a vu même des cas de figure des préfets qui se sont agenouillés. Alors il y a ces problèmes de superposition de l'État moderne, postcolonial et de l'État précolonial en Afrique, qui fait en sorte, ou des États précoloniaux en Afrique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est renfermé, on a pris le parti pris, on a fait le parti pris, autant pour moi, de l'État occidental, francophone ou français, tous azimuts, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des institutions dont on se questionne véritablement sur la pertinence. Parce qu'il faut rappeler aux Camerounais, le Sénat va servir à quoi? À voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. Au même titre que l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas un risque de télescopage ou alors de confusion des rôles? Voilà le risque où on va aboutir. Parce qu'on vous dit, les textes de loi sont déposés au même moment sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur le bureau du Sénat. Lorsque l'Assemblée nationale vote les lois, l'Assemblée nationale transmet, le président de l'Assemblée nationale transmet directement au président du Sénat qui soumet à la lecture du Sénat et le Sénat
peut procéder à des amendements ou à un rejet. Maintenant, lorsque le Sénat procède à des amendements ou à un rejet, on renvoie le texte au niveau du Parlement, qui est l'Assemblée populaire, la Chambre basse, qui maintenant peut décider de ne pas adopter les amendements, et c'est à la majorité simple, ou peut décider même de ne pas adopter le rejet à la majorité absolue. Vous comprenez un peu? Donc vous avez là une chambre purement consultative, si on peut même dire, de recommandation. Parce que quand vous dites là, ailleurs, quand on dit vous allez un train de sénateur, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de lent, vous comprenez un peu. Et cette chambre-là est même souvent caractérisée, même dans les pays occidentaux, par sa lenteur. C'est une chambre de nobles et de sages. Vous allez même observer la moyenne d'âge qu'il y aura au niveau du Sénat. C'est une case, ailleurs, on l'a qualifié de case de quasiment de personnel en fin de parcours politique. Donc, et ça donne tout à fait l'air du Sénat jusqu'aujourd'hui. Parce que la moyenne d'âge jusqu'ici est très élevée et vous avez l'impression que c'est des gens qui étaient déjà tout au fait au banc de la société politique, du microcosme politique, qu'on veut plus ou moins ramener dans le jeu pour qu'ils aient une fin de carrière plus ou moins heureuse. Donc, dans ce cas de figure, vous comprenez que c'est une institution qui risque de rajouter à la lenteur et à la longueur des institutions républicaines qui ne sont pas justement animées ou ne sont pas véritablement caractérisées par une vivacité. Tout le monde se plaint de l'inertie. Donc, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, moi, ce qui m'interpelle davantage, nous avons des réalités plus fondamentales chez nous, telles que les chefferies traditionnelles. Aujourd'hui, les chefs traditionnels sont obligés de se politiser. Le terme risque d'être fort, de se prostituer très souvent parce qu'ils n'ont ni les moyens sociologiques, juridiques, politiques et très souvent pas de moyens économiques pour assurer les fonctions de régulation sociale qui leur incombent. Vous comprenez? Et j'ajouterai ni de place protocolaire. Du coup, vous avez des télescopages un peu partout, à Rebouba, à Bamenda, à Fumban, et j'en passe. Vous comprenez aujourd'hui? Souvent, les populations, pour avoir une importance et continuer à compter et avoir un chef respectable, sont obligées de nommer d'élire des ministres comme chefs traditionnels ou des directeurs généraux comme chefs. Alors, il faudrait aujourd'hui, et j'ai profité de cette brèche sous permettre de terminer, cette brèche pour nous interpeller sur la nécessité d'imaginer un ordre politique qui correspond au Cameroun. Parce que même ceux qui sont en train de concourir pour le Sénat, là, maintenant, vont nous dire qu'ils ne savent pas. Pour autant, faut-il dessiner l'inutilité de cette institution? Est-ce que vous vous accordez avec ces observateurs qui ont estimé que la mise en place du Sénat vient résoudre un problème conjoncturel et même ponctuel qui vient combler le vide constitutionnel? Est-ce que vous pensez que le président de la République a décidé de sa mise en place 17 ans après, juste pour s'assurer d'un calendrier de dauphin? Pour répondre à votre question, s'il y a une seule chose qui intéresse les gens dans le Sénat, c'est l'article 6, alinéa 4A. C'est-à-dire qui dispose que l'intérim est assumé d'office, l'intérim du président de la République en cas de vacances est assumé d'office par le président du Sénat, si celui-ci est indisponible, par son suppléant dans le rang. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est que ça que les Camerounais connaissent. Les gars se disent que dès que le président de la République ne sera plus là, s'il meurt d'ici demain, il faudra qu'on soit dans le coup. Et les gens se disent que c'est au niveau du Sénat que va se jouer la répartition du pouvoir après la vacance ou bien durant la vacance présidentielle. Mais il ne faudrait pas que les gens se trompent. Ce n'est que le président du Sénat qui assume l'intérim. Nous l'avons vu au Gabon. Lorsque le président Bongo est décédé, le président du Sénat a assumé l'intérim. On a nommé un gouvernement transitoire d'intérim et tout le monde s'est jeté dans l'arène. Vous avez vu les Casimir Oyemba, les Mbao-Bam, les Ali Bongo, etc. qui sont versés. Donc que les gens ne pensent pas que leur présence au Sénat leur garantit comme cela une entrée fracassante dans l'après-billard. Non, ce ne sera pas le cas. Il faudra conquérir chacun son point. Et je crains que ça risque d'être plus difficile. Alors, nous supposons que ce n'est pas le cas pour l'UDC. Merci, Njoya Moussa. Tout à l'heure, dans la seconde partie de cette émission, nous recevons la tête de liste UDC à l'ouest du Cameroun, l'unique circonscription électorale où cette formation politique est en compétition. Elle est en compétition avec le SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun. Nous retrouvons la tête de liste UDC juste après l'indicatif.
Merci de nous retrouver dans la seconde partie de cette émission. Noé-Ndiabet Massoussi, bonsoir. Bonsoir Fénélon, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Vous êtes journaliste, avec vous, nous allons interroger la tête de liste de l'UDC dans la région de l'Ouest de Cameroun qui est partie de Fumba, non pas de cause, pour nous retrouver à ce plateau. Merci pour ce sacrifice. Merci et bonsoir aux téléspectateurs de... Vous êtes Yuno Kopit Adamou, tête de liste UDC dans la région de l'Ouest du Cameroun. Vous êtes en compétition dans cette partie du pays avec le SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun après la désqualification de la liste RDPC. Est-ce que vous avez salué cette situation? Est-ce que c'était à votre avantage? Non, nous n'avons pas salué le rejet de la liste du RDPC. Nous avons plutôt reçu cela avec beaucoup d'amertume et nous compatissons par rapport à ce rejet, puisque l'UDC s'était préparé à gagner les élections à l'Ouest avec le RDPC en face. Nous nous sommes préparés à gagner avec le RDPC en face. Maintenant que nous allons gagner tapis vert, je crois que c'est de la volonté de Dieu, c'est pas... Alors vous dites qu'il n'y a pas match dans cette partie du pays? Je pense qu'il n'y a pas match parce que après la disqualification de la liste du RDPC, l'UDC devient le parti leader en ce qui concerne le contrôle des municipalités dans la région de l'Ouest. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas battre campagne? Parce nous sommes en train de battre 4 jours après le lancement officiel de la campagne, vous avez organisé une réunion qui s'est passée pratiquement à huis clos. Bon, je crois que peut-être c'est un point de vue de votre part. Nous sommes rentrés, moi je suis rentré en campagne depuis vendredi. Je suis sur le terrain à Bafoussam, à Banjoun et à Bamoumoum, bien avant la réunion d'adoption du plan stratégique de campagne qui s'est tenue à Fumba et réunion à laquelle vous faites allusion. Et depuis, au sorti de cette réunion, nos équipes sont véritablement déployées sur le terrain. Parce que vous oubliez une chose, je dis que ça s'est tenu à huis clos, c'est vrai. Il s'agissait d'une réunion d'adoption de stratégie de campagne. Et on ne saurait la tenir autrement que dans le cadre de huis clos. L'une des résolutions, c'est que nous avons mis en place 8 équipes de campagne pour les 8 départements de la région de l'Ouest. Et ces 8 équipes sont déployées sur le terrain depuis mardi. D'entrée de jeu, Fénélon m'a signalé que vous sortez de Fumba. Êtes-vous à Fumba ou en Konsamba finalement? Bon, écoutez, je suis partout à la fois. Parce que lorsqu'on est tête de liste, on a la responsabilité d'être partout là où on doit être utile pour la victoire de sa liste. Je dois vous dire ici que hier, à pareille heure, j'étais à Yaoundé. Je suis parti de Yaoundé pour Bafoussam et de Bafoussam ce matin pour Konsamba où je travaille. Et de Konsamba, je suis ici parce que autour de 14 h, on m'a fait savoir que vous avez besoin de la tête de liste de l'UDC sur ce plateau. Et je pense que nous, c'est le principe chez nous, c'est d'être disponible partout où on a besoin de nous pour faire comprendre que l'UDC a des arguments républicains importants pour pouvoir contribuer au niveau du Sénat afin que cette institution ne soit pas une institution de trop, comme j'ai entendu par exemple mon frère Dua Moussa dit tout à l'heure. Vous rassurez pourtant que vous gagnez haut la main. Pourtant certaines indiscrétions laissent croire que votre président national, M. Adamou Ndamjoya, et son épouse députée n'étaient pas d'accord pour que l'UDC participe pas à l'élection sénatoriale et que lors d'une récente réunion du bureau politique, ils n'ont été vaincus que par le droit de la majorité. Qu'en est-il exactement? Bon, si la caricature voulait le faire là, ce serait une expression d'une vivacité de la démocratie au sein de l'UDC. Et vous comprenez que contrairement à ce que vous avez souvent soutenu jusqu'ici, il ne s'agit donc pas d'un parti qui a une gestion familiale. Si ça avait été le cas, peut-être... Est-ce que c'est vrai que le président n'aurait pas voulu... Effectivement, le président, au cours de la réunion du bureau politique qui s'est tenue à Yaoundé, à l'effet de décider de la participation ou non de l'UDC à cette élection, avait une position. Est-ce que cette position était celle à laquelle vous faites allusion? J'en doute. Mais je dois dire que je suis là pour le dire. Le président, quand il préside, il écoute les responsables politiques parce que c'est la démocratie. Quelle était sa position? Sa position à la fin, c'était d'adhérer à cette décision. Il n'avait pas une position initiale. Il a fait une déclaration en disant que nous sommes là pour prendre une décision capitale par rapport à la participation ou non de l'UDC aux élections sénatoriales. Et je dois dire que, connaissant mon président, dans son propos liminaire, il n'avait pas une position contre la participation de l'UDC à ces élections. Alors, peut-être toujours dans ces assurances, il semblait négliger un peu
le SDF, compte tenu du nombre de conseillers municipaux. Qui a 115 contre 122 apparemment. Non, mais est-ce que vous n'avez pas peur du copinage de ces dernières années, entre un copinage même, je dirais, ostentatoire, entre le RDPC et le SDF? Bon, je dois d'abord rectifier les statistiques. Oui. Parce que au jour d'aujourd'hui, l'UDC a 242 conseillers qui vont aller aux élections. Contre 105 pour le RDPC. Pour le SDF, 105 pour le SDF, 105 pour le SDF, 788 pour le RDPC. 282 pour l'Union démocratique du Cameroun. D'accord, merci. Maintenant, est-ce que le jeu de copinage va faire que la position de leader bascule en faveur du parti minoritaire dans la région de l'Ouest? Je pense que non. Nous sommes sur le terrain et nous savons les conseillers municipaux du RDPC suffisamment responsables et citoyens pour ne pas voter sur la base des affinités ou des copinages qu'on attend décrier pourtant. Et je dois dire que la température sur le terrain est bien contraire à ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'ailleurs surpris d'entendre ça de la bouche des journalistes qui font de l'investigation. Avec les phrases qu'on a notées avec le roi sultan d'Ebamoun, est-ce que cette affection peut être les incidents malheureux entre les militants de l'UDC et les partisans du sultan, est-ce que cela n'effrite pas Ça me fait rigoler simplement parce que je pense qu'il est hors de question de faire de l'amalgame lorsque la nation est engagée dans une phase aussi capitale que l'élection du premier Sénat de son histoire politique. Vous faites allusion au sultan et je pense que le sultan n'a pas un rôle politique dans l'enjeu actuel. Peut-être qu'il est militant. Monsieur Mbombo, il est militant. Ce n'est pas le sultan qui est militant. Membre du parti, du bureau politique du RDPC. Et en tant que personne, citoyenne, militant, membre du bureau politique du RDPC, je ne pense pas que sur le grand nombre, n'est-ce pas, des responsables à ce niveau-là, on va pouvoir céder, n'est-ce pas, à des arguments qui ne sont que des arguments peut-être de rancœur, qui n'ont pas de sens. Il s'agit ici de parler de la République, rien que de la République, avec des arguments républicains. Et je suis sûr d'ailleurs que même le sultan aujourd'hui est d'accord que c'est l'UDC qui est le parti le mieux placé pour représenter la région de l'Ouest au Sénat. Oui, avant de continuer, Njoya Moussa pour une réaction. Bon, ce que moi je vais d'abord rappeler, c'est que l'UDC a peut-être des sérieuses raisons d'espérer dans la région de l'Ouest pour d'abord la simple et unique raison que vous avez vu d'énormes dissensions qu'il y a eu entre les responsables SDF d'abord à l'Ouest, entre les responsables SDF de l'Ouest et le chairman, je pense comme ça au maire de Bafoussam, et une bonne partie des conseillers municipaux par là. Je pense à la défection de quelqu'un comme Kwemo. Et il faut rappeler qu'au dernier NEC, il s'est posé un sérieux problème SDF qui était celui de savoir qui devait remplacer Kwemo au poste de vice-président. Vous avez vu, il y a eu l'honorable Fopoussi qui a voulu être candidat. Et comme cela, plus ou moins, cette localité se sentit et se sent de plus en plus exclue de ces partis-là. Et ça, ce sont des faits. Donc, ils peuvent espérer sur cela. Ils peuvent également compter sur le fait que vous avez des dissensions au sein de l'élite du RDPC. Et il paraît même que la déconfiture qu'a connue la liste du RDPC dans ces régions-là serait due aux batailles sempiternelles. Vous observez tout le temps, vous dites section de Bafoussam, section de Haut-Plateau, etc. Il n'y a pas la grande entente. Mais pour revenir à autre chose, sur le côté négatif, l'UDC souffre essentiellement d'une image de parti tribal départemental. C'est-à-dire, on dit c'est le parti de Bamoun. Premièrement, cette situation et cette perception-là s'est aggravée par le fait qu'on dit quand Damjoya n'a pas pu être député, il a envoyé sa femme à l'Assemblée nationale et c'est devenu, comme l'appelle le professeur Claude Abbé, un parti conjugal. Voilà les deux principaux griefs qui sont faits à l'UDC. Alors moi je vais demander à Yumo, comment sont passées les investitures chez vous? Bon, je dois d'abord dire que vous rappelez cette... je ne peux pas qualifier ce propos du professeur Claude Abbé. Je dis ici, lorsqu'on connaît une famille politique et son leader, on doit comprendre ses méthodes et ses principes d'action.
à l'UDC, nous pensons à la méritocratie et nous ne regardons pas une quelconque institution de l'État comme une mangeoire où on doit envoyer les gens par affinité pour qu'ils aillent manger. Pour nous, on regarde les institutions de l'État comme des chantiers à bâtir sur la base de la compétence. Et lorsqu'on a de la compétence, on est citoyen, on joue de ses droits civiques. On doit pouvoir l'exprimer. Ce que nous refusons, c'est qu'il ne doit pas avoir au Cameroun des promotions sur les bases des affinités. Et de la même manière, le Camerounais qui a de talent, comme Mme Tomaïno Ndamjoya, ne doivent pas être privés d'exprimer ses talents au profit de la nation. D'accord, vous l'avez compris. Maintenant, comment se sont passées les investitures? Lorsque le bureau politique a décidé majoritairement d'engager le parti aux élections, on a ouvert la réception des candidatures. Et les candidatures qui ont été reçues ont été examinées par le bureau politique et le bureau exécutif national, où chaque candidat a pu exprimer sa vision du Sénat et la manière par laquelle il entendait normalement contribuer à la valorisation des valeurs défendues par le parti à ce niveau-là. Et après ça, on a donc fait la sélection pour pouvoir arriver aux militants qui sont aujourd'hui alignés comme les meilleurs, les mieux placés. La sélection se passait par le bureau exécutif et le bureau politique. Donc, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de primaire. Vous pensez que... Où est-ce qu'on a eu le primaire? Ça veut dire que... Donc, faites comme les autres. Non, nous ne disons pas que nous faisons comme les autres. Demandez à un niveau où... Parce que le vote a ceci de limite. Que vous pouvez dégager une majorité en faveur de gens qui n'ont pas la capacité nécessaire de pouvoir exprimer un rendement optimal là où on l'attend. Mais quand vous donnez la possibilité, la chance aux gens de s'exprimer et de faire valoir leur vision, leur projet, on arrive à une sélection objective et sur la base du mérite. La preuve en est que au sein de l'UDC, il n'y a aucun mécontentement par rapport à la sélection définitive qui a été faite. Alors, moi je reviens à votre argument de campagne qui consiste à dire que vous allez gagner sur tapis vert. Est-ce que vous auriez soutenu le même discours en présence de la liste RDPC dans cette partie du pays? Je l'ai dit à l'entame de mon propos que nous nous sommes préparés à gagner avec le RDPC en face. Parce que nous connaissons quel est l'état d'esprit des conseillers, des grands conseillers de ce parti dans la région de l'Ouest aujourd'hui. Ce sont des gens avec qui nous collaborons tous les jours. Nous connaissons quel est leur état d'esprit. Nous connaissons qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui par rapport à la République du Cameroun. Et nous connaissons que nous avons la meilleure approche et les meilleurs arguments qui les auraient séduits, même si leur parti était en compétition. Vous auriez exploité les différentes frustrations. Bon, effectivement, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre qu'un parti politique bien organisé puisse exploiter les faiblesses de son vis-à-vis. Et nous nous sommes organisés à pouvoir exploiter certaines erreurs de 30 années de gestion du renouveau. Et nous avons davantage exploité ces erreurs dans la région de l'Ouest où nous sommes présentés. Ça voudrait dire que nous avons de la sympathie, pas de la sympathie sur la base d'un quelconque copinage avec les grands électeurs, conseillers municipaux des rangs de RDPC, mais parce que ces citoyens-là, ces responsables-là, aujourd'hui savent que l'UDC a la meilleure offre politique en ce qui concerne la résolution des problèmes de la nation aujourd'hui. Oui, vous parlez des meilleures offres, mais ce qui est encore inquiétant, c'est la construction de votre liste. Vous avez été, pendant des années, chef d'agence d'une microfinance à Bafoussam. Oui. Est-ce que l'Ouest n'a pas d'autres ancrages sociologiques que les Bamoun? Sur votre liste, 7 noms de titulaires, 7 noms de suppléants, ou est-ce qu'il n'y a pas d'Embo là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de Aoussa là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de Douala là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de Bassa là-bas? Pourquoi sur cette liste, il n'y a pas la représentativité sociologique? Bon, la loi dit qu'il faut tenir compte de la représentativité sociologique, et la même loi dit les investitures sont exclusivement faites par les partis politiques. Vous n'allez pas voir que, et j'ai dit par ailleurs, qu'à l'UDC, nous privilégions le mérite. Il est hors de question, et c'est ça la limite de ce qu'on appelle au Cameroun l'équilibre régional, où on va laisser les gens talentueux, les gens capables de faire une production optimale pour aller amener des gens qui ne pourront que tirer là-bas vers le bas parce qu'on voudrait se dire. Je dois dire ici, si nous avons les mêmes conceptions de la République, si nous avons les mêmes conceptions de la République, le problème ne se poserait pas au niveau de la production.
Au niveau de la production, on envoie ceux qui ont la capacité de faire le plus de rendement possible. Le problème se poserait au niveau du partage du fruit de la production. C'est à ce niveau qu'on doit jouer les rôles régulateurs pour voir est-ce que les fruits de la production, que les fils de la nation, les fils et filles de la nation, qui étaient le mieux aptes à nous permettre d'avoir la meilleure moisson possible, est équitablement répartie entre les mains des citoyens de la nation. C'est à ce niveau, ce n'est pas au niveau de la production. Et je dis au niveau de l'UDC, nous ne concevons pas l'État comme une mangeoire. Nous concevons l'État comme un chantier à bâtir sur la base de la compétence. Et lorsque ceux qui ont la meilleure compétence pour le moment sont amenés à ce niveau-là, on doit tout simplement se rassurer qu'ils sont en train de travailler dans l'esprit de l'intérêt général. C'est pour ça que l'UDC parle de la République, de la République, la chose publique, dont nous travaillons avec l'esprit de savoir que ce que nous faisons là, nous ne faisons pas pour nous-mêmes, nous faisons pour nous et pour tous les Camerounais. Pour vous personnellement, pourquoi voulez-vous être sénateur? Je vais être sénateur parce que, après une longue formation de 22 ans à l'école de la République et de l'éthique, au regard des défis qui interpellent notre pays aujourd'hui au niveau du Parlement, au niveau politique, au niveau économique et social, je crois que j'ai quelque chose à apporter. Voyez-vous, après 30 années, plus de 50 ans d'indépendance, toutes les lois qui gouvernent la République ne sont que l'émanation du pouvoir exécutif. Alors que la Constitution donne l'initiative aussi bien à l'exécutif qu'au Parlement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, aucune proposition de loi ne puisse être passée, qu'on n'ait aucune loi au Cameroun qui soit l'émanation de la représentation nationale? Nous, à l'UDC, nous c'est faute d'initiative, c'est faute d'initiative, mais faute aussi des mécanismes de fonctionnement où les gens arrivent là et pensent qu'ils doivent être phagocytés par l'intérêt général du parti au détriment de l'intérêt général de la République. Moi je pense qu'après avoir reçu de manière fondamentale une formation dans les valeurs républicaines et d'éthique, nous avons quelque chose à apporter pour pouvoir faire que le Sénat ne soit pas une institution budgétivore qui coûte cher à l'État et ne produit aucun rendement au niveau de l'amélioration du mieux-être des populations. Qu'est-ce que vous comptez faire qu'il soit particulier? Parce que vous avez décrié tout à l'heure une absence d'initiative. Pourquoi est-ce que l'UDC n'a pas fait autant de propositions de loi alors qu'on sait que ce parti est représenté à l'Assemblée nationale? Bon, je vais vous rappeler ici que l'UDC, après 22 ans de vie démocratique multipartiste au Cameroun, est le seul parti qui a soumis à notre Assemblée le plus grand nombre de propositions de loi. Lorsqu'il était question de débattre sur la modification constitutionnelle, par exemple en 2008, l'UDC, il y avait la classe politique qui disait non, touche pas à ma constitution. Mais l'UDC a dit, c'est vrai, il faut modifier cette constitution. Et nous avons soumis à la nation une proposition de loi dans le sens de pouvoir modifier cette constitution pour lui donner le sens républicain. Pourquoi vous dénoncez une absence d'initiative? Et donc, nous avons plusieurs initiatives. Tout récemment, l'honorable Tomaino Damdjoya a soumis une proposition de loi sur le code de la famille qui manque tellement dans notre pays. Vous savez, la famille, c'est l'État en miniature. C'est là où commence la base de l'éducation citoyenne de nos enfants. Mais elle a fait une proposition de loi. Pourquoi ça ne prospère pas? Nous pensons que c'est parce que nous avons dans nos institutions aujourd'hui des gens qui pensent qu'ils sont là pour les intérêts personnels et les intérêts partisans au détriment de l'intérêt national. Et nous maintenant, nous disons au niveau de la Chambre haute, on va pouvoir apporter une nouvelle dynamique. On va pouvoir permettre à notre Parlement d'ouvrir une nouvelle ère. L'ère de faire des lois qui correspondent et qui préservent le mieux l'intérêt général de la République. Et nous sommes bien préparés pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs dans notre profession de foi, nous disons, nous sommes des sénateurs de mission pour faire un Sénat de mission républicaine pour le développement de la nation. À vous entendre parler, on est pressé vraiment de vous écouter définir le Sénat et le sénateur. Pour vous, qu'est-ce qu'un sénateur? Qu'est-ce que le Sénat pour vous? Bon, vous avez suivi M. Njoya Moussa tout à l'heure qui a donné la définition, celle que la Constitution... Non, je dis pour vous. Pour moi, le Sénat, c'est cette chambre haute de notre Parlement qui va représenter les collectivités décentralisées. Et ces collectivités étant les communes et les régions, nous sommes là pour pouvoir nous rassurer que, je voudrais donc ainsi encadrer dans le cadre du rôle du sénateur que nous serons, nous sommes là pour nous rassurer que les intérêts des collectivités territoriales décentralisées que nous allons représenter à ce niveau-là sont mieux pris en compte par les lois qui seront votées par le Parlement.
Nous sommes là pour pouvoir ramener et remonter à ce niveau-là les desiderata, les besoins de ces citoyens qu'on peut formaliser en termes de propositions de loi que nous allons soumettre à l'appréciation de la représentation nationale. Donc c'est ça notre rôle. Nous sommes également là pour pouvoir aider nos pères, nos parents qui sont là et qui ont une autre conception de la République et du Parlement, d'aider, de leur permettre de comprendre qu'aujourd'hui, chacun à son niveau doit être interpellé par l'histoire. On ne va plus justifier que c'est parce que j'étais soumis à une quelconque discipline du parti que je n'ai pas pu apporter la contribution que la nation attend de moi en tant que député ou sénateur. Donc nous sommes là pour ce rôle-là et je pense que notre jeunesse milite en faveur de cette option. Nous ne les ignorons pas. Une rapide réaction de Ndiaye Moussa. Oui, moi je vais rappeler que nous sommes très heureux d'entendre tout l'optimisme de la tête de l'UDC, mais il faut rappeler que tout dernièrement, à l'hôtel des députés, l'UDC a donné une conférence de presse, les députés UDC ont donné une conférence de presse à l'hôtel des députés à Yaoundé, et le tableau qui a été grosso modo brossé de leur participation durant ces 6 dernières années à l'Assemblée nationale camerounaise n'était pas du tout reluisant, c'est-à-dire se disaient muselés du fait de la petitesse de leur nombre. Je dis que dans tout le cas de figure, l'UDC aura tout au plus 7 sénateurs sur les 100. Oui. Est-ce que, moi je ne vois pas très bien la différence qu'il y aura entre l'UDC à l'Assemblée nationale et cette dynamique, et là où, du moins là où ils seront aujourd'hui 7%. Dans une assemblée, dans un sénat. Ça, alors votre force de proposition vous allez répondre là, c'est la première des choses que moi je remarque. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est que on se retrouve à l'ouest dans un cas de figure qu'on relevait ici hier par rapport au RDPC à l'UNDP. Le SDF et l'UDC, vous êtes toujours dans le G7, j'espère. Ou ça a déjà volé en lambeau? Non, ils sont. D'accord. Étant dans le G7, ça veut dire que vous avez un minimum ou bien un fondement de vision commune. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui va alors faire la différence pour la multitude de conseillers municipaux RDPC qui ne vont pas participer au jeu? Qu'est-ce qui fera alors qu'un conseiller municipal RDPC vote plutôt UDC que SDF? Bon, je dois commencer par le premier volet de votre question. Qu'est-ce qui va faire que ce qu'on n'a pas pu faire au niveau de la chambre basse, on sera capable de le faire au niveau de la chambre haute? Non, je dois dire que l'UDC n'a pas pu apporter au niveau de la chambre basse, peut-être c'est manquer d'objectivité. Je dois prendre un exemple. Lorsque en avril il était question d'adopter le code électoral, l'UDC seul a proposé 166 amendements. Et sur les 166 amendements sur le code électoral, c'est vrai que ce qui paraissait capital pour nous n'a pas été pris en compte, mais je dois dire qu'au moins 80 de ces amendements ont été pris en compte dans le code électoral. Et pourquoi vous plaignez alors dernièrement? Pardon? Pourquoi vos députés se plaignaient alors dernièrement? Non, se plaignaient parce que quand vous partez à un débat politique, vous avez ce qui est l'essentiel et vous avez ce qui est le périphérie. Mais je dois dire qu'on a accepté ce qui nous paraissait comme les périphéries, mais on a refusé l'essentiel qui était le confère de pouvoir au Conseil électoral de l'État, qui aujourd'hui est détenu par la direction des élections, qui ne sont que, où on ne trouve que des fonctionnaires membres du RDPC soumis au dictat de ce parti. Il y a comme ça beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte et qui pour nous étaient l'essentiel par rapport à ce code électoral. À la chambre haute, vous dites qu'est-ce qui fera que notre optimisme soit traduit en réalité? Bon, nous avons 7 sénateurs, nous aurons 7 sénateurs à la chambre haute, et je dois dire... Amen. C'est un accomplissement. Je dois dire que... Un optimisme remarquable. Un optimisme qui est justifié. Je dois dire qu'au niveau de la chambre haute, nous disons simplement que lorsque vous évoluez, vous